On a dit en interview qu'il y a pas mal de choses que je pique à Yann directement et discrètement. Ces personnages et ces films lui ressemblent. Parfois, rien de mieux que d'observer la source. Est-ce que tu as remarqué des choses qui t'auraient piqué Il y a une scène vraiment dans Un homme idéal où il m'imite. Ah oui, d'accord. Je l'avais pas remarqué sur le moment et je l'ai toujours pas très bien remarqué, mais tout le monde me le dit. Ouais. Et tu l'as vu dans Boîte Noire Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et est un auditeur de Clapement 5. Selon mes sources, ce seraient les vrais mots prononcés par Xavier Dolan lors de son discours au Festival de Cannes en 2014. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et nous ouvrons cette nouvelle saison avec un invité scénariste et réalisateur à qui l'on doit Burnout avec François Civil ou encore Un homme idéal avec Pierre Niney. Il retrouve justement aujourd'hui Pierre Niney pour son nouveau film, un thriller récompensé il y a quelques jours au Festival d'Angoulême par le prix du public, Boîte Noire. Merci Yann Gozlan d'être avec nous. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation et je vais te présenter, d'ouvrir même cette saison 3. J'y reviens dans un instant, mais je vais te présenter les clappeurs qui sont avec toi et qui vont justement t'interviewer aujourd'hui pour ce nouveau format en plus. Notre première clappeuse est une productrice qui n'a qu'une philosophie, être acceptée comme elle est, mais surtout gagner un max d'argent, c'est Elsa Morel. Amel Bent est mon idole, j'ai des posters partout chez moi. Et voilà. Et ça, et aussi... oui, du money, mais j'ai deux idoles. Très bien. Et notre second clapeur est un journaliste qui est un peu l'homme idéal, mais il travaille tellement qu'il est parfois proche du burn-out, c'est Gabriel Thibault. Ah bah, je vais essayer de mieux m'en tirer. De mieux t'en tirer que les personnages des films de Yann, c'est possible. Je sais tout, Gabriel, je sais tout. Je dois me cacher alors. Ah bah oui. Yann, on est donc très heureux de commencer cette saison 3, avec toi. On avait commencé la 2 avec C'est déclapé, ça nous fait très plaisir. En plus avec un film qui marque un peu cette rentrée cinéma, Boîte Noire, donc avec Pierre Niney, Lou Delage, mais aussi André Dussolier. Un thriller que nous personnellement on a adoré. On dit pas ça parce qu'on te reçoit, mais c'est vraiment très sincère. C'est prenant, mais je pense que ça va notre passion pour ce film va s'entendre au cours on a plein de questions. de nos questions passionnées. Donc on va dans cet épisode, c'est un nouveau format. Je précise que maintenant on sort plus qu'un épisode tous les lundis, mais un épisode plus long de 50 minutes, et donc un épisode qui sera divisé en deux parties. Il y aura donc la partie interview, on va t'interviewer autour de Boîte Noire, autour de ton cinéma, autour de ta collaboration avec Pierre Niney aussi, et la seconde partie sera un blind test, qui est un peu notre marque, notre identité, dans lequel on tentera de faire, dans lequel vous tenterez de faire remporter à un auditeur 2 places pour Boîte Noire, justement, grâce à Studio Canal. Vous avez manqué ce petit moment de combat du blind test, c'est là pendant l'été. En fin d'épisode pour se challenger. En plus, autour d'un blind test très spécial, je vous en dévoile plus tout à l'heure quand on le fera. Mais déjà, on va commencer avec une première question. Du coup, Yann, une première question que je pose aux invités un peu pour voir justement comment ils sont arrivés là. Et cette question-là, c'est comment est venue ta passion du cinéma, ton envie d'en faire? Est-ce que je crois que ça remonte à très 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 longtemps, quand j'étais enfant, je pense. Et après, j'ai eu un déclic peut-être quand j'ai entamé moi des études d'économie. Je me destinais à faire de la finance. Ah oui. J'étais à Dauphine. Et puis, quand les choses, à un moment donné, deviennent concrètes, j'ai pas du tout aimé. Je faisais un stage en finance, tout ça. Ça me plaisait pas trop. Et voilà, j'ai décidé vraiment de bifurquer, d'essayer de réaliser, de faire des courts-métrages. Et je suis parti à Paris 8 Saint-Denis, qui était un peu le grand écart, parce que Dauphine, c'est un peu, vous voyez, une école de commerce. Oui, et Paris 8, c'était vraiment la fac 68 Ardes, historiquement Vincennes, donc c'était vraiment le jour et la nuit. Mais à Paris 8, j'ai rencontré vraiment des profs qui étaient des artistes, qui étaient très passionnés par le cinéma, et on avait un peu de pratique. On avait des chutes en 16 mm de films, on les utilisait pour essayer de tenter de monter des séquences. Donc on avait ces vieilles tables de montage qui n'étaient pas du tout numériques, donc avec en pellicule, c'était un peu archaïque, et c'était passionnant. Et c'est comme ça qu'est arrivée ton envie. Alors, pour parler un peu de Boîte Noire, donc c'est l'histoire d'un crash d'avion dans les Alpes. On suit Mathieu Vasseur, qui est enquêteur à la BEA, qui est la brigade d'enquête et bureau d'enquête et d'analyse
de l'aviation civile. Et donc, du coup, initialement, le personnage est écarté de l'enquête et ensuite va se retrouver le dossier entre les mains, qui est un dossier un peu épineux et mystérieux, pour pas trop en dire. Non, gardons le suspense, il mérite d'être. Il se retrouve comme ça, un peu parachuté. C'est ça, il y a une projection un peu du personnage dans un espèce de dossier vertigineux. Complètement. Où il y a une pression médiatique très très forte en plus. C'est ça, voilà, il y a vraiment un brouillard autour de ce personnage. Et pour un peu lancer l'idée du film, en quoi est-ce que la boîte noire, c'est un objet particulièrement cinégénique et prompt à lancer des thrillers? Je trouvais que ça l'était parce que c'est un objet dont on parle souvent quand il y a des accidents. Les journaux nous parlent sans cesse de boîte noire et j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment à quelle réalité ça correspondait. D'ailleurs, moi-même, je ne le savais pas et quand je me suis intéressé au sujet, déjà j'ai découvert que les boîtes noires n'étaient pas noires, mais orange. Déjà. Évidemment, pour qu'elles soient beaucoup plus repérables sur une zone de crash. Et c'était, pour moi, c'est un objet fascinant parce que elle détient la clé qui va peut-être répondre aux questions. On va peut-être découvrir et savoir ce qui s'est réellement passé dans un avion. Et il y a 2 boîtes noires dans un avion. Il y a une boîte noire qui enregistre tous les paramètres de vol. Et une autre qui est centrale dans le film, qui est celle qui enregistre tous les bruits, toutes les conversations enregistrées par le micro du cockpit et les micro-casques des pilotes. Et donc je trouvais intéressant et assez fascinant cette boîte qui enregistre ces sons et de placer cet élément-là au centre d'un récit à suspense. C'était pour moi très cinématographique puisque c'était une enquête vraiment via le son. Et puis j'ai l'impression qu'on est dans un monde, dans un univers, l'image est tellement développée, on a des écrans partout dans notre quotidien. J'ai l'impression que le son a une force qui est, vous pouvez vraiment toucher l'inconscient du spectateur. Moi, ça m'a toujours fasciné au cinéma et j'ai l'impression que la force du son aujourd'hui est peut-être plus forte que celle de l'image. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de révélations qui passent par l'enquête sonore que par les images qui sont un peu autant des alliés que des ennemis au cours du film, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, l'image et le son, aujourd'hui, c'est des éléments qui sont complètement dématérialisés et qui peuvent être évidemment trafiqués. Et c'est aussi ça, le film traite aussi de ça, de cette paranoïa ambiante. On parle énormément aujourd'hui de fake news, enfin ça fait partie un peu de notre quotidien. Et le film, je pense, à un moment donné, à travers cette enquête que j'ai tentée, et je l'espère la plus captivante et haletante possible, je voulais vraiment aborder des thématiques comme cette recherche de la vérité et puis la différence, il me semble, aujourd'hui très ténue entre le complotisme et le vrai, quoi. Le vrai et le faux, aujourd'hui, distinguer le vrai et le faux, c'est très compliqué. Elsa. Ton film, c'est donc une fiction, c'est ce qui t'a permis d'entrer dans les coulisses du BEA, qui explique que si ça n'avait pas été une fiction, il n'aurait certainement pas donné te donné toutes ces informations. Oui, ça aurait été un peu, peut-être, je pense que ça les a soulagés, le fait que quand je leur ai présenté mon projet, voilà, je leur ai dit, je ne veux pas reconstituer un crash qui aurait déjà existé. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de mettre en scène aujourd'hui les problématiques de l'aviation civile aujourd'hui. Quelles sont les problématiques modernes? Donc c'est ça que ce film t'a permis de raconter de plus par rapport au fait que si tu avais pris un crash déjà connu et que tu aurais fait une histoire vraie, ça t'a permis de raconter ça en plus du coup? Oui. Moi, l'idée de reconstituer un crash, une histoire qui a déjà eu lieu, ne m'intéressait pas vraiment. En revanche, moi, les problématiques m'intéressaient, c'était celles d'aujourd'hui, quoi, et qui sont pas encore tout à fait très connues et qui, à mon avis, alors c'était compliqué d'en parler parce que on ne peut pas dévoiler l'histoire et le récit pour pas déflorer les choses, mais c'est vrai que cette histoire de... Voilà, je voulais parler également des conflits qu'il y a entre l'homme et la machine. C'est vraiment une thématique majeure dans le film, quoi, avec ces problèmes d'automatisation qui se généralisent et qui sont censés aider à apporter plus de sécurité. Mais parfois, quand la technologie est tellement sophistiquée, elle engendre des choses qui sont dangereuses, et alors que ça part au départ d'un bon sentiment. On a pu le voir il y a 2 ans, il y a eu 2 crashs dramatiques du Boeing 737 MAX, un en Éthiopie, un autre en Indonésie, par cette assistance au pilotage qui était une assistance anti-décrochage, qui était un logiciel anti-décrochage qui devait aider les pilotes pour que l'avion ne décroche pas. Un avion qui décroche, quand l'avion est trop cabré, il n'a plus de portance sur les ailes et il tombe comme une pierre. Et malheureusement, ce logiciel s'est enclenché au moment où l'avion
décollé. Ça Ah a oui, été d'accord. donc un drame. Et donc, vraiment, physiquement, il y a eu une lutte entre les pilotes qui tentaient de tirer sur le manche pour garder évidemment le nez de l'avion cabré et le logiciel qui le faisait baisser et qui a malheureusement provoqué ce drame. Donc, à travers cette histoire d'enquête de ce monde d'aéronautique que je trouve vraiment mystérieux, de cette boîte noire qui me semble fantasmatique, qui est un objet un peu iconique, c'est vrai que j'avais envie de traiter de certaines thématiques autour de l'emprise de la technologie aujourd'hui dans nos vies. On voit aussi, ça évoque en partie, en tout cas c'est évidemment un film qui nous fait penser aussi au Malaysia Airlines, à ce mystère-là qu'entoure. Ça, tu t'es, non pas dans l'histoire, parce qu'effectivement les thématiques c'est pas forcément exactement ça. En plus le Malaysia Airlines officiellement n'aurait pas été retrouvé. Oui, on ne sait toujours pas ce qui s'est c'est ça, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais du coup dans l'enquête, le fait de mener une enquête et de faire face à des on sait que des personnes qui enquêtent dessus peuvent avoir des difficultés. Tu t'es inspiré aussi ça je crois que Marc Duguin, par exemple, a tenté un peu de mener une enquête autour de ça et on lui a très vite dit qu'il fallait pas insister, quoi. En tout cas, c'est ce que lui ont dit. Je reprends. C'est moi. Est-ce qu'il y a une inspiration de là aussi pour l'enquête, encore une fois, pas pour le... Oui, tout à fait. En fait, c'est en rencontrant, j'ai eu la chance vraiment de rencontrer plusieurs techniciens et enquêteurs du BEA. Quand ils m'ont parlé de leur travail, j'ai vu la complexité de ce que c'était de déterminer les causes d'un crash. Souvent, il y a plusieurs éléments en fait, qui peuvent expliquer le drame. Et c'est toujours quelque chose d'assez compliqué et parfois un peu vertigineux. Et même à des ressorts dramatiques, à des fins dramatiques, il me semblait plus intéressant si les enquêteurs eux-mêmes divergeaient. Et ce qui est vrai, c'est que l'enregistrement de la boîte noire est souvent un enregistrement qui est de très mauvaise qualité. Parce que les micros dans le cockpit, alors que ce sont des avions très sophistiqués, sont plutôt de mauvaise qualité. Et il suffit en plus qu'il y ait des turbulences pour dégrader l'enregistrement. Du coup, les enquêteurs du BEA retrouvent un enregistrement qui est vraiment parfois fragmenté, dégradé. Et ça, c'est intéressant à des fins dramatiques, je trouve, parce que c'est l'idée qu'il y ait des divergences d'interprétation. Parce que comme le son est de mauvaise qualité, si toi t'entends quelque chose, moi j'entends autre chose, on ne sera pas d'accord. Il y a des séquences comme ça avec Dussolier, avec le personnage de et ça, pour moi, c'est passionnant parce qu'on doute. Le spectateur, du coup, doute et ne sait plus vraiment. Et ça a une vraie réalité, je veux dire, dans le travail de ces enquêteurs-là. Qui perçoivent pas tous la même chose, Elsa. Mais justement, quelquefois, cette surinterprétation des faits, ton film aussi traite en partie de la théorie du complot et ce qu'on pourrait penser pour rechercher à tout prix la vérité. Comment tu expliques qu'un personnage comme Mathieu Vasseur, qui est très éduqué, qui a un poste dans l'autorité, peut commencer à se poser des questions vraiment sur les faits et justement à plonger dans les théories du complot, par exemple? Je crois que c'est ou pas, en fait, c'est là-dessus que... Oui, voilà, on ne sait pas s'il est complotiste, mais moi j'avais vraiment envie qu'on s'identifie à cet enquêteur et dans le même mouvement, on se dise non, mais il commence à vriller là. Est-ce qu'il ne s'égare pas dans des théories complotistes? Et c'est assez passionnant parce que le travail d'enquêteur, en règle générale, et ça peut être aussi dans le cas de chercheurs, c'est qu'il y a une part de scientifique, de rationnel, mais vous avez aussi une part d'intuition en fait. Et c'est toujours délicat de savoir quand il y a un déséquilibre entre les deux. Et pour répondre plus précisément à ta question, je pense que c'est un travail tellement d'obsessionnel, parce que vous êtes dans le micro-détail, tu es en train d'écouter chaque son, chaque bruit. Du coup, parfois, tu peux t'aveugler en fait, en étant les yeux rivés sur un détail. Tu oublies peut-être de voir le big picture, le plan large, la vue d'ensemble. Et du coup, c'est vrai que tu peux basculer, quoi. Et en plus, s'ajoute à ça le fait qu'il ait à sa disposition énormément de logiciels, qui sont d'ailleurs Isotope RX et Samplitude, pour les nommer, sont des logiciels de montage, images aussi, qu'on utilise en fait au cinéma. Et donc, ils utilisaient exactement les mêmes, ce qui était assez drôle, ils utilisaient ces mêmes logiciels. Et donc, à force de triturer le signal, vous commencez, c'est d'ailleurs ce que lui dit André Dussolier dans le film, on peut faire dire à un moment donné ce qu'on veut à l'enregistrement. Donc tout ça, je trouvais, du fait de c'est un travail d'obsessionnel,
c'est un travail de fourmi, et je pense que là, on peut perdre pied, on peut perdre de vue le tableau général, et risquer peut-être de se tromper. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a un lien avec Un homme idéal dans Boîte Noire, c'est qu'il y a Pierre Ninet dans les deux, et puis Pierre Ninet interprète le personnage principal qui porte le même nom et prénom, et les films pourtant ont un mouvement qui est différent. Un homme idéal, c'est un personnage qui est en quête de mensonge, qui va vers le mensonge, alors que Boîte Noire, c'est un personnage qui tente d'aller vers la vérité. Qu'est-ce qui, toi, te plaît dans cette exploration de deux extrêmes, en fait, l'un qui s'enfonce dans le mensonge et l'autre qui tente d'approcher la vérité de c'est vrai qu'il y a je n'avais pas vu cette opposition très claire entre les deux, mais en fait, pour moi, il y a un point commun peut-être entre les deux, c'est que c'est des personnages qui sont vraiment pressurisés, qui tentent de garder le contrôle. Et progressivement, très vite, ça frotte, jusqu'à un moment donné, c'est un peu l'explosion, quoi. Ouais. Et tous les deux un peu volent, un peu en éclats. À un moment donné, ça explose. Et ils sont un peu à la limite du burn-out. Donc je crois que c'est quand même des personnages assez pressurisés et qui vont perdre le contrôle. Je crois que moi, j'y verrais plutôt quelque chose de commun, en fait, même si les deux histoires sont radicalement différentes. Gabriel. Moi j'ai une question. Le film, pour montrer un peu le développement de l'enquêteur, le film insiste beaucoup sur les protocoles, sur les logiciels, sur l'ensemble des démarches, et justement on sent le travail de recherche qui a été fait auprès du BEA. Et comment est-ce qu'on fait pour, en tant que scénariste, convertir tous ces éléments factuel, très, très pratique, en fiction générale? À partir de comment est-ce qu'on met en place le processus? Je ne sais pas. Non, mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y avait à la fois une part un peu documentaire, et en même temps, moi, je revendique l'idée de faire un film de cinéma avec des péripéties, avec de la fiction, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait un équilibre. C'est très compliqué de te répondre, c'est vraiment un travail au long cours, en fait, d'équilibre à trouver, en fait, au fur et à mesure des différentes versions de scénario. Mais c'était par exemple, c'est vrai que c'était un enjeu, un challenge, en fait, pas simple, d'intégrer l'aspect réaliste, tout en maintenant une tension avec des twists, avec quelque chose d'assez captivant et haletant, enfin je l'espère. Et cet équilibre-là était pas simple à trouver, et en tout cas, ce qui est vrai, moi je ne voulais pas survoler l'aspect technique. Je pensais qu'il fallait être le plus précis possible, malgré tout, malgré le fait que je fasse une fiction. Il me semblait que c'était hyper important pour j'étais persuadé que ça allait donner une identité au film, d'autant plus qu'en allant au BEA, j'ai vu tous leurs jeux logiciels, leurs écrans, j'ai vu que ça allait typer évidemment le film. Et puis après, il y avait ma fascination évidemment pour l'univers de l'aéronautique en général, ce tarmac, ces hangars, cette carlingue reconstituée, tout ça. Je trouvais que c'était très, 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 très cinégénique, et que ça allait amener une dimension un peu spectaculaire. On allait sortir du côté trop technique des choses. Et ça fonctionne, en fait, parce que je trouve que quand on voit le film, et c'est aussi ce que disent les acteurs du film quand ils ont lu le scénario, je crois qu'ils ont lu quelque chose de très technique. On entend un vocabulaire qu'effectivement on connaît pas, à moins d'être un spécialiste ou travailler au BEA. Parle pour toi, moi j'ai tout compris. Et en même temps, c'est pas un frein du tout, et ça on n'a pas l'impression d'être stupide en regardant le film. On a l'impression justement de rejoindre l'enquête. Justement, plus c'est juste, plus on y croit, comme tu disais. C'est très juste. C'est-à-dire qu'on s'est dit, oui, il a fait son enquête, c'est sûr, on apprend des choses, et je crois que le spectateur aime aussi apprendre des choses. Il y a un côté un peu documentaire, même s'il y a de la fiction. Oui, tout à fait, c'était cet équilibre à trouver, et c'est vrai ce que tu dis, et je pense que le spectateur aujourd'hui est tellement habitué à voir des films, il a tellement été nourri aussi à des séries qui étaient quand même très très exigeantes. Je crois que c'est pas très grave si à un moment donné le spectateur cavale un peu après le film, que le film est un peu plus rapide que le spectateur, du moment que le public, le spectateur ressentent réellement l'enjeu de la scène, les enjeux humains qu'il y a derrière. Donc je pense par exemple à un film comme Wall Street que j'avais vu quand j'étais adolescent. Tout l'aspect finance, tout ça m'était passé par... Je comprenais pas les termes, mais j'étais resté scotché au film parce que les scènes étaient extrêmement fortes, et derrière l'aspect technique, il y avait l'enjeu humain qui était derrière, les rapports de force, les conflits qu'il y avait entre les personnages. Donc à partir de ce moment-là, si on arrive à capter ça, je pense qu'on n'est pas perdu. Et c'est justement aussi le travail de Pierre Ninet, ce qu'il a fait sur
faire le film, c'est justement enquêter auprès du BEA et il a regardé notamment, c'est ça, il a regardé les mimiques, comment travailler, il les a filmés. Oui, il avait choisi un des enquêteurs qui nous avait vraiment aidé, que j'avais interviewé longuement. Il l'avait un peu filmé avec son iPhone pour voir un peu la dextérité, par exemple, de cet enquêteur sur son clavier. Donc il a essayé de copier certaines mimiques. Et puis aussi, il y a ce travail aussi sur le corps. C'est-à-dire que comme on se dit que c'est quelqu'un qui va être ce personnage souvent assis devant son écran, donc il est légèrement voûté dans le film. Et puis comme je voulais que le personnage soit... qu'on sente que c'est quelqu'un d'un peu fragile, de très nerveux, hyper tendu. On s'était dit que ça serait bien que Pierre perde un peu de poids, qu'il soit encore plus émacié pour ce côté un peu sec et nerveux du personnage, pour renforcer ça. Mais le côté nerveux, ça l'a marqué, parce qu'il dit que c'est l'un des tournages, ou le tournage le plus éreintant qu'il ait fait, alors qu'il a quand même fait Sauver ou Périr, où il joue en pompier, l'Odyssée, où il est en Antarctique avec Robert Wilson. Et je crois que c'était une tension nerveuse. En fait, c'est-à-dire qu'il se met dans cet état de nervosité, de tension, qui peut parfois être plus fatigante en fait qu'une scène physique ou une scène d'action. Et à la longue, sur les 10 semaines de tournage, ça peut peser. Et c'est vrai que c'est un personnage... je crois que le fait qu'il se mette dans cette condition-là, je trouve que c'est perceptible, on le perçoit nous en tant que spectateur. Il nous met dans un état de tension et de fébrilité, et il m'aide à renforcer la tension, l'angoisse que je veux distiller tout au long du film. Elsa, oui. Et comment fait-on à partir d'une vraie personne réelle pour interpréter un personnage et pas seulement faire juste une imitation de cette personne? Il y avait un personnage qui était quand même écrit dans le scénario, qui n'était pas forcément, qui n'avait pas la psychologie de l'enquêteur. L'enquêteur, c'était pour comprendre un peu comment il travaillait, c'était pour glaner, tu vois, quelques tics, quelque chose de l'ordre du comportement et du physique. Après, sur la psychologie, ça, c'était quelque chose d'interne au scénario. Le fait, par exemple, que ce personnage, voilà, je voulais que ça fait partie vraiment du scénario, le fait que sa femme travaille certifie les avions, qu'elle soit quelqu'un qui soit en pleine ascension professionnelle, alors que lui est un peu bloqué dans son travail pour des raisons relationnelles, parce qu'il est un peu autiste et un peu pointilliste dans son travail. Donc tout ça, et qu'il y a une forme d'amertume au départ chez lui, de ne pas être choisi, de ne pas être pris. Et je crois que cette quête de vérité qu'il a, par exemple, dans le film, ça c'est quelque chose tu vois, ça vient du scénario que j'ai inventé. Mais je pense qu'il y a aussi dans ses motivations peut-être une revanche en fait par rapport à tout son environnement, par rapport aux autres et même par rapport à sa femme, de se dire voilà, moi je suis pas là où je devrais être. Il a une autre opinion de lui en fait. Et il y a cette idée de revanche, quoi. Donc c'est un personnage assez ambigu, je pense, et avec des zones grises, et des fêlures, et des failles. Alors, on sent qu'il se légitime, en fait. Oui, voilà, il y a cette idée-là. Dans cette idée de quête de la vérité, c'est pas simplement pour juste défendre la veuve et l'orphelin, on peut se dire que ses motivations sont peut-être pas si nobles que ça, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la frustration, ou de la rancœur, ou de l'amertume qui le motive à vouloir absolument déterrer la vérité. Mais il dit en interview qu'il y a pas mal de choses que je pique à Yann directement et discrètement. Ces personnages et ces films lui ressemblent. Parfois, rien de mieux que d'observer la source. Est-ce que tu as remarqué des choses qui t'auraient piqué Il y a une scène vraiment dans Un homme idéal où il m'imite. Ah oui, d'accord. Je l'avais pas remarqué sur le moment et je l'ai toujours pas très bien remarqué, mais tout le monde me le dit. Ah ouais, d'accord. C'est une scène quand il est au téléphone au début du film. Il s'exprime un peu de la même manière que moi. Je crois qu'il s'est vraiment inspiré. Ouais. Et tu l'as vu dans Boîte Noire ou Je pense pas. Après, peut-être qu'il me dira qu'il a chopé des choses, peut-être que je ne vois pas. C'est peut-être plus discret. Plus discret, peut-être. Ouais. Mais du coup, ce lien avec Un homme idéal et ce même nom, justement, il dit que pour toi, c'est peut-être une sorte de Mathieu Vasseur, c'est peut-être une sorte d'Antoine Douanel du thriller. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois c'est beaucoup plus modeste. J'ai pas la prétention de voilà. En fait, les deux films n'ont vraiment rien à voir. C'est pas du tout le même personnage. Pour moi, c'était peut-être la manière que j'avais comme j'avais vraiment Pierre en tête, ça m'aidait de l'avoir, de l'appeler Mathieu Vasseur aussi. C'était peut-être aussi de continuer un travail qu'on avait fait ensemble et en appelant le personnage avec le même nom, quoi. Avec le même nom, ouais. Mais il faut vraiment voir aucune similitude. Oui. Et non, on se dit pas que c'est une suite ou quoi que ce soit. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment deux personnages qui me semblent quand même complètement différents. Bon, on le disait, le lien avec les deux, en fait, c'est justement deux quêtes opposées des protagonistes. Et peut-être vraiment l'idée de pression
pressurisation, l'idée de tension, l'idée d'angoisse qui est du genre, quoi, qui est présent dans les deux films. Et il y a Loup de l'âge, c'est ça, qui est arrivé une semaine, parce que Pierre Ninet, on dit que tu l'avais en tête dès l'écriture, alors que Loup de l'âge est arrivé une semaine avant le tournage, parce qu'il y a une actrice qui finalement n'a pas participé au projet. Comment est-ce qu'on travaille avec un acteur qui est sur le projet depuis un moment et avec une actrice qui arrive une semaine avant le tournage? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Après, je veux préciser, c'est vraiment pas un choix par défaut, vraiment. Ah oui, elle est super dedans. Et en plus, c'est juste que parfois, on met des gens dans des cases, c'est un peu idiot. Et quand je l'ai vue, en fait, j'avais une petite suée parce qu'elle est sueur froide, parce qu'elle est, si vous voulez, elle est extrêmement juvénile, Lou, elle est très belle. On avait l'impression qu'elle sortait je dis souvent qu'elle faisait penser à une étudiante qui sortait de la Sorbonne, quoi. Et on était loin de ce personnage de Noémie, de cette femme très, très, comme ça, très déterminée, de cette femme de pouvoir, cette rigueur qui est très charde, très dure. Et en fait, c'est une actrice, et donc évidemment, elle se transforme, d'autant plus qu'elle vient du théâtre, comme Pierre. Donc c'est des acteurs qui sont très caméléons et en plus très techniques. Et c'est vraiment, j'ai été vraiment impressionné par son jeu, vraiment, tout au long du tournage. Et cette idée qu'on a eue de cette coupe de cheveux strictelliste, qui n'est pas du tout la sienne, hein, cette coupe de cheveux au carré, tout d'un coup, c'est tout bête, mais ça a été vraiment, je crois, une porte d'entrée pour elle, pour saisir, et pour moi aussi, hein, pour me dire que ça m'a vraiment rassuré. Moi, je me souviens, au moment, je tournais le tout début du film, elle est arrivée avec ce costume, avec ce tailleur, et cette coupe de cheveux, etc. Et tout d'un coup, elle avait disparu, c'était plus du tout Loup de l'âge que j'avais en face, mais vraiment le personnage. Et là, j'étais complètement rassuré. Et puis ensuite, après, elle a une intuition comme tous les grands acteurs. En fait, ils savent quand une scène fonctionne ou pas. Donc, elle comprend tout l'enjeu des séquences. Et puis, c'est vrai que la filmer, elle est magnifique. Elle a un regard incroyable. Elle est extrêmement photogénique. Elle prend la lumière comme personne. Et puis, elle a ensuite, c'est vrai que je suis assez sensible au timbre des voix. Je trouve que le timbre de sa voix un peu cassé, comme ça, grave, je trouve très, très beau. Et je lui ai demandé également de parler beaucoup plus vite que le rythme qu'elle a dans le naturel dans la vie, hein, pour donner cette impression que le personnage, vous voyez, a toujours un temps d'avance sur son interlocuteur. Et c'est Pierre Ninet qui a pensé à elle, du coup, c'est ça quand Moi, j'avais en tête et je lui en ai parlé. Et c'est vrai j'avais oublié le fait qu'ils avaient tourné ensemble presque leur premier film. Donc c'était pour eux des retrouvailles. Et par rapport à ta question, c'est vrai qu'en travaillant avec Lou, quand elle arrive à une semaine du tournage, on n'a pas le temps. Quelque part, l'intérêt quand tu es au pied du mur, c'est qu'on ne peut pas trop se prendre la tête, commencer. Il faut y aller à fond. Donc voilà, on lit le scénario, on voit toutes les séquences, on essaie de voir, d'expliquer, parce qu'il y avait énormément d'acronymes, comme vous disiez, qui pouvaient être un peu laborieux. Voilà, de lui expliquer qui était qui, etc. Et après, elle s'est emparée et ça a été vraiment un allié incroyable. Bon, on revient sur le film dans un instant, mais avant Elsa, Elsa, en fait, tu restes sur le film, mais parce que Elsa, tu es un peu notre HPI, c'est ça ? Je suis HPI, exactement, au potentiel Internet. C'est-à-dire que j'aime bien révéler un peu les informations improbables qu'on voit sur le net. Et Yann, comme tu es notre invité, j'ai fait des recherches sur le groupe de mots boîte noire sur Internet pour voir un peu ce qui ressortait. Donc, je suis tout d'abord allée sur Google Trends, qui est un site qui permet de voir les mots qui ressortent le plus sur Internet. Et parmi les sujets les plus associés au terme boîte noire durant les 5 dernières années, dans le top 5 se trouve la boîte noire Tassin, qui est simplement une pizzeria à Tassin la demi-lune. Donc pas vraiment dans le rapport. Bon, du coup, j'étais un peu dubitative, donc j'ai préféré me tourner vers les réseaux sociaux et notamment vers Twitter pour apprendre un peu le pouls de l'attente de ton film. Et j'ai trouvé un engouement qui était vraiment présent. Parmi les tweets les plus populaires, on peut lire celui de Addicted to Cinema. Hâte de découvrir Boîte Noire avec Pierre Ninet qui sort la semaine prochaine en salle et qui a remporté le prix du public au festival de films Angoulême. #French Cinema. Donc lui, il s'est motivé, on va dire, il est chaud pour Boîte Noire. J'ai aussi trouvé la plus grande fan de ton film sur Twitter, en la personne de Léa IBN qui écrit « Ça me saoule, tout le monde voit des affiches de Boîte Noire dans les rues. » On l'a montré. Ça. Ah ouais. Puis, pardon, ça me saoule. Non, pas. Dans les rues, puis moi, j'en ai vu absolument aucune. Ça me gonfle, purée, ma ville est cassée. Alors, donc elle est dégoûtée de ne pas voir des affiches dans sa rue. Mais autre preuve que Léa est ta plus grande admiratrice, c'est qu'elle a un peu l'esprit de détective, on va dire. Parce qu'elle a écrit « Il y a un truc qui me turlupine vis-à-vis du scénario de Boîte Noire. Mathieu Vasseur a refait sa vie, mais pas sous un autre nom. Dans Un homme idéal, il est censé être mort, non ? Ça me stresse, hâte de le voir. » Elle croit que c'est la suite. Oui, elle croit qu'il faut lui dire. On va lui dire, on va lui répondre. C'est vraiment, ça
n'a rien à voir. Donc je pense que ça sera la première spectatrice la semaine prochaine pour voir le film. Elle veut résoudre le casse-tête, Mathieu Vasseur. Et enfin, j'ai été sur le royaume de la bande-annonce qui est YouTube et j'ai vu à ma grande surprise, enfin ce qui est plutôt bien d'ailleurs, c'est que la bande-annonce de ton film a cumulé 2 millions de vues sur la chaîne de Studio Canal, ce qui est quand même énorme pour un film français. Et elle a été aimée par plus de 98% des internautes. Donc il y a une grosse attente autour de ton film. J'espère que ça sera 100% des internautes qui aimeront ton film en salle. On te le souhaite. Elsa, C'est très gentil, elle met un peu la pression. Tu mets la pression là. Mais après, on voit qu'a priori, les spectateurs sont réceptifs pour ce prix justement au festival d'Angoulême, prix du public. Comment vous l'avez vécu cette super. Alors moi, ouais. c'était la première fois que j'allais à Angoulême. Ouais. C'est un festival qui existe, je crois, depuis 10 ou 14 ans, créé par Dominique Besnéard. C'est vraiment un endroit pendant 4-5 jours dédié. La ville est complètement dédiée au cinéma. Il y a des émissions de radio, par exemple, vous vous baladez dans les rues, vous entendez les interviews des différents réalisateurs et réalisatrices, ce qui est génial, je trouve ça vraiment super. Et puis plein de cinéma partout, des films qui sont projetés, et puis surtout ce qui était quand même vraiment plaisant, c'est des salles pleines, un public vraiment curieux, bienveillant. Et après, c'est les différents mois de confinement. C'est vrai que le cinéma, ça, pour moi, devenait un peu abstrait. Le fait de ne pas avoir public, que les salles soient fermées, etc. C'était un peu dur, quoi. Et là, c'est vrai que et moi, je fais partie d'une génération. J'adore voir aussi des films sur plateforme, etc. Mais la salle, pour moi, reste vraiment l'endroit idéal pour voir un film. Et je crois vraiment, moi, surtout Boîte Noire. Boîte Noire, je l'ai vraiment conçu comme un film vraiment immersif et sensoriel. En plus d'une histoire et de plonger dans un monde, mais à travers ce travail sur l'image, sur le son. D'ailleurs, le film est mixé en Dolby Atmos, donc j'espère qu'il y aura quelques salles en Dolby Atmos qui le projetteront, parce que ça donne un son beaucoup plus enveloppant et encore plus immersif. Du coup, moi, je crois à Boîte Noire, au César 2022, au moins au son. Au moins, ça fera plaisir au monteur son et au mixeur. Moi, je le place même dans film et scénario, mais c'est moi. Gabriel. Oui. Tu me regardes. Pour ce qui est justement de l'ambiance sonore, on voit que le son, ça sert en fait dans le film autant de secrets, d'avancer avec un peu ce scénario autour de l'acousticien, mais également de prison pour le personnage. Complètement. Et c'est quelque chose d'assez nouveau de jouer un peu sur la dualité de ces sens-là chez vous dans votre cinéma, de travailler autour de ça. En fait, j'aime un peu dans Burnout, j'avais aussi essayé d'esquisser ce genre de travail. J'aime bien ces personnages qui sont un peu extérieurs au monde, en fait, qui sont un peu dans leur bulle. Et c'est vrai que l'idée d'en faire donc quelqu'un qui écoute des sons et qui en même temps, donc il y a quand même une oreille très très fine, et en même temps c'est son talon d'Achille puisqu'il souffre d'acouphènes. Il y avait ça aussi dans Captif d'ailleurs. Oui, tout à fait, un peu dans tous mes films. C'est ton premier film, Captif. Dans Echo peut-être. Oui, et dans Echo aussi, qui était un court-métrage que j'avais réalisé avec Luna Azabal, où c'était l'histoire d'une femme enceinte qui souffrait d'acouphènes. Et je trouvais intéressant que ce personnage, qui ait cette oreille si aiguisée, cette ouïe si fine, soit aussi ça puisse être son talon d'Achille et sa faiblesse, et qu'à un moment donné qu'il souffre d'hyperacousie et que les sons autour de lui deviennent extrêmement violents, très très forts, et l'enferment en fait, et il est obligé d'utiliser des petits écouteurs comme des bouchons pour se préserver et se mettre dans une bulle par rapport au monde extérieur. Donc ça le range, et ça, je pense que ça a renforcé aussi l'idée de se dire peut-être que ce type est vraiment il est en train de se tromper, et je crois que ça a attisé, ça a suscité encore plus le doute sur le personnage. C'est vrai que c'est un film en fait qui épouse vraiment le point de vue du personnage de Mathieu Vasseur, et qui en plus, tu le disais, est un film immersif pour les spectateurs. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de le voir en Dolby Atmos pour les personnes qui ont l'occasion, parce qu'il y a un travail du son, et cette immersion elle passe notamment par une première séquence qui est donc filmée en plan séquence, et qui nous met tout de suite en situation, on peut le dire, ça se passe dans l'avion. On traverse l'avion en fait, jusqu'à de bout en bout pour arriver finalement à la queue de l'avion où se trouvent donc les deux boîtes noires. Et ça, donc c'est ce que t'aimes aussi dans le cinéma. Tu trouves que il y a cette possibilité-là vraiment d'immerger les spectateurs au sein. Moi j'adore ça. Pour ton film, pas besoin de 4DX ou de sièges qui bougent. Il suffit de bien écrire, bien mettre en scène un film pour être dedans. Oui, voilà. Le 4DX pour moi c'est plus un peu. C'est gadget. Quoique, boîte noire en 4DX, ça peut être pas mal. Ouais.
Enfin, Non, avec mais le respect, hein, mais... C'est sûr qu'il y a un côté pour moi plus gadget. En revanche, vraiment, le travail sur l'image et le son, voilà, ça c'est le cinéma et c'est ce que permet le cinéma. Donc du coup, oui, bah, ce premier plan que tu évoques, c'était dès le départ, par exemple, dans un scénario, on met pas, enfin, a priori, on met pas d'indication technique. Mais là, pour cette séquence, c'était vraiment spécifié que c'était un plan séquence, on le décrivait, que ça partait du tableau de bord du cockpit pour sortir de ce cockpit avec l'hôtesse et de traverser les différents compartiments, hein, la classe business, la classe éco, pour arriver dans la queue de l'avion où sont localisées les boîtes noires. Et je trouve que ce plan séquence voilà, permet de voyager, permet de poser vraiment cette situation. Parce que et en plus, le plan séquence amène aussi l'idée de temps réel. En fait. Quand tu mets une scène en champ contre champ, la perception du temps, elle est un peu, tu ne sais pas très bien, elle est un peu erronée. Alors que le plan séquence, a priori, c'est vraiment en temps réel. Et je crois que ça crée aussi une lisibilité, pour la spatialisation, une clarté, quoi. Ouais. On voit très bien où sont placés tel et tel élément, où sont les personnages, où se trouve cette boîte noire. Donc ce plan séquence me servait à ça. À initier Elsa. D'ailleurs, question bête, mais c'était en studio, vous avez reconstitué un avion? Non, c'est ça qui a été très très compliqué, c'est que on n'avait pas les moyens financiers, ça coûte très très cher. En plus, il y a aujourd'hui les sièges en avion, ça coûte très très cher. Et puis en plus, tu es encastré, il y a des écrans, donc c'est une infrastructure très compliquée. On n'avait pas les moyens de le faire, donc on a dû tourner dans un véritable avion. Alors, ça paraît tout bête, mais ne serait-ce qu'avoir l'accès à un avion sur un tarmac, c'est très compliqué. Oui. Voilà. Pour des raisons de sécurité, il faut passer des bornes, des frontières, c'est très 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 dur. Et ça prend énormément de temps, quoi. Donc quand on a, je sais pas, 150 figurants, ça prenait 3 heures. Donc voilà, c'était une infrastructure, une logistique en tout cas assez lourde. Et en plus, on ne pouvait pas mettre, comme l'avion était immobilisé, nous n'avions pas de clim dans l'avion. C'était une chaleur, c'était incroyable. On était à 2 doigts de l'insurrection des figurants. Des figurants qui n'en pouvaient plus, les pauvres. Donc, là, s'ils m'entendent, je m'excuse de ces longues heures en avion statique. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu fais donc un thriller. Tu l'appellerais comment? Un thriller psychologique, un thriller politique, un peu ça entre les deux Je dirais, un film d'enquête paranoïaque, un thriller paranoïaque. Et qui nous ramène un peu, j'ai l'impression que dans tes intentions, il y a un peu du Alfred Hitchcock, quoi. Les spectateurs sont aussi acteurs du film dans le sens où ils peuvent mener l'enquête. Est-ce qu'il y a des indices peut-être que les spectateurs peuvent avoir, et il y en a qui sont un peu évidents, mais est-ce qu'il y a des indices cachés un peu que tu as placés pour des spectateurs très très attentifs? Oui, tout est dit dans le premier plan séquence en fait. Ouais, donc faut être attentif. Voilà, ça c'est le côté ludique du film. Ouais, c'est ça. Les spectateurs peuvent se prendre au jeu. Et justement, cette fascination pour Alfred Hitchcock, on la retrouve notamment, je crois que tu disais, avec La Coupe de Lou Delage, qui nous renvoie un peu à ces actrices hitchcockiennes. Oui, je voulais qu'elle ait un peu un look comme ça. Moi, je la trouve hitchcockienne dans son allure, et je voulais qu'elle soit un peu opaque parce qu'il fallait qu'elle soit mystérieuse. Donc peut-être que d'autres ne la trouveront pas du tout hitchcockienne. En tout cas, moi, je la voyais comme ça, pour qu'elle soit je la voyais très mystérieuse, et il fallait qu'on doute d'elle, qu'on ne sache pas, en fait, si elle fait partie d'un complot, ou si pas du tout, enfin voilà. Donc c'était très important qu'elle soit comme ça, un peu opaque, quoi. Et en fait, tu nous places un peu nous-mêmes, les spectateurs, comme des complotistes, puisqu'on doute de tout le monde, en fait, dans ce film. On doute du personnage principal, on doute des personnages secondaires, on doute, il y a une... Du discours des institutions aussi. Du discours de... Oui, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Hein, donc je trouvais qu'il y avait un climat assez pertinent du monde dans lequel on est, quoi. Puis je pense qu'aussi, on est aujourd'hui dans des sociétés... Enfin, vous êtes plus jeune que moi, mais j'ai l'impression, moi, on va vers des sociétés de plus en plus paranoïaques, de plus en plus angoissées. Alors le monde d'aujourd'hui, le terrorisme, tout ça ne rend pas les choses évidemment très fun, mais je trouve qu'on est dans ce climat-là, et j'ai l'impression que la technologie, sans paraître rétrograde et vieux jeu et un peu vieux con, évidemment que la technologie nous aide, mais j'ai l'impression qu'aussi elle fabrique du faux et de la paranoïa. C'est-à-dire qu'on doute sur la véracité de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et au bout d'un moment, on devient fou, quoi. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne sait plus si telle personne parle, si c'est vraiment cette personne, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les deepfakes. Enfin, donc on est dans une société où on a l'impression qu'on peut douter de tout, et là, ça rend un peu dingue, quoi, en fait.
Effectivement, on parlait d'Alfred Hitchcock et Gabriel, lui c'est un peu notre GoldenEye, il s'est infiltré dans ton cinéma personnel et je te laisse dire des choses. J'ai cherché puisque je suis à côté de la HPI, il faut forcément que être à la hauteur. Et donc aujourd'hui, pour faire mes petites recherches, j'ai dégoté un article de eCinema.com qui date de 2018 où tu proposais une liste des films les plus importants qui allait de 1977. Ça m'avait pris du temps ce truc-là. J'imagine qu'il y en a une quarantaine. Oui, l'idée c'était de 77 à 2017. Ah ouais, de mon année de naissance jusqu'à 2018. Mais j'avais ça pendant Noël, c'était les fêtes de Noël. Cadeau. C'était les devoirs. C'était en janvier du coup. Ouais, tout à fait. Et justement, donc on commençait en 77 avec Obsession de Brian De Palma et on terminait avec en 2017 qui est Dios nos pardones. Et je vais essayer avec mon accent espagnol. C'est absolument monstrueux. Moi je suis germanophone à la base. De Sorogoyen, qui est un très très grand metteur en scène espagnol que j'admire vraiment. Et justement, moi, c'était sur l'année... on va rester dans les 7, puisque c'est l'année 2007 qui m'intéresse. Année durant laquelle est sorti un film qui s'appelle We Owe the Night de James Gray avec Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg. Et en fait, si ce film nous a un peu intrigués, c'est que précisément dans ce film, il renvoie à une autre interview que tu donnais à Allociné pour la préférée. Voilà, c'est ça. Justement pour la proposition de Captive. Vous avez bossé, hein, les gars. Et justement. La vache. C'est toujours quali comme ça. Je suis impressionné. De saison en saison, on tente de faire mieux. Mais j'ai l'impression que vous checkez tout, quoi. Vous savez ce que je faisais le 8 septembre. On sait tout. Tu vas devenir paranoïaque. Il faudrait peut-être qu'on retire les webcams d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et justement, ce qui était intéressant dans cette scène, c'est que tu décrivais l'entrée de Joaquin Phoenix dans un laboratoire de production de cocaïne. Avec justement, c'est ça, le personnage qui est emmené dans un appartement lugubre, des mafieux qui préparent des sachets, des masques, des masques qui nous dépayseraient pas aujourd'hui. Oui, voilà, c'est exactement les mêmes masques qu'on porte dans la rue. Mais eux, c'est pour les empêcher d'inhaler évidemment les produits. Et tu as dit à propos de cette scène quelque chose qui m'est resté en tête, c'est que précisément il y a un moment où Joaquin Phoenix rentre dans une espèce de nappe noire qui nous emmène et qui disparaît complètement avalé par cela et qui nous emmène dans une espèce de scène un peu flottante, un peu atmosphérique, etc. J'adore ça. Et c'est justement ça qui nous a intéressés, puisque on comprend que toi tu es un artiste qui fait du genre, mais que ce que tu aimes bien, c'est que précisément il y ait de l'immixtion de genres dans d'autres genres, qu'il y ait un dialogue entre le fantastique, le thriller, et que dans le cinéma que tu aimes, même s'il y a des codes bien définis de prime abord, ça permet aussi de proposer des expériences qui s'en affranchissent. Tout à fait, c'est très juste. En tout cas, c'est une scène, c'est la scène que tu évoques, vraiment, c'est une de mes scènes préférées. C'est un film qui m'a énormément marqué, la beauté formelle du film, de ce que ça raconte, la tragédie du personnage. Et d'un point de vue vraiment de mise en scène, il y a quelque chose de tout d'un coup hypnotique et d'envoûtant dans cette séquence qui bascule, c'est vrai, à la lisière du fantastique. Et c'est vrai que dans Boîte Noire, il y a un moment qui était crucial pour moi, déjà dès l'écriture du scénario. Évidemment, on a parlé de la scène d'ouverture qui était très très importante pour moi, mais ce moment, il y avait un autre moment qui pour moi correspond à l'ADN du film. Qu'est-ce que c'est Boîte Noire? Vraiment, si je devais garder une séquence, c'est cette séquence où il est dans la carlingue, dans ce hangar, le cadavre de l'avion. Dans le cadavre de l'avion, exactement. Et où il tente de se projeter dans cette carlingue qui a été en partie reconstituée, et il tente de se projeter dans le vol. Et là, je trouve que le film, on bascule dans quelque chose on rentre carrément dans l'esprit du personnage, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus mental, de plus éthéré, de plus étrange, et on est à la lisière du fantastique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. T'as embrassé le point de vue vraiment du personnage, et c'est vrai que c'est une séquence où on le voit se mettre sur... Et d'un coup, on se retrouve dans l'avion avec lui, et c'est très... ça rejoint aussi cette envie d'immersion, j'imagine. Complètement. Et ce mélange des genres, et justement, on parle un peu de cinéma de genre. Est-ce que tu trouves qu'en France, c'est compliqué de faire des films de genre, un thriller comme le tien, je sais pas, c'est considéré comme un film de genre ou pas? Je sais pas. Oui, c'est considéré comme un film de genre, mais c'est pas considéré comme, évidemment, c'est plus un thriller qu'un film d'horreur. Oui, c'est ça, parce que le film de genre, c'est pas forcément un film d'horreur. Voilà, exactement. C'est ça, c'est toujours très compliqué. Oui. Et puis on oppose film de genre à film d'auteur. Bon. Oui, c'est ça. Alors que ça. Pour moi, en fait, la distinction, il y a les bons et les mauvais films, quoi. C'est surtout ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a le genre, les genres, il y a des sous-genres, le fantastique, le thriller, etc. Mais c'est vrai que c'est plus un genre qui est anglo-saxon, effectivement, qui est moins français, et donc peut-être un peu plus compliqué à faire ici en France. Et en France, c'est plus compliqué
bloqué. Et justement, la question, c'est que tu es passé par des genres finalement assez différents. On a des films que je trouve presque films d'action, comme Burnout. Qui en est un, qui est une série B d'action. Voilà. Des films qui sont plus, je dirais, drame psychologique pour un homme idéal. Moi, je le qualifierais plutôt comme ça. Et est-ce qu'il y a des genres avec lesquels tu as eu plus de facilité à avancer, à créer, à proposer les médias, ou est-ce que tous les gens dans les films que j'ai fait, dans les films que tu as Captif, c'est un thriller horrifique, du coup on peut le catégoriser comme ça. Ouais, c'est un film d'épouvante. Un film vraiment d'épouvante qui rentrait dans ce cadre-là, mais aussi avec parfois, chaque fois, d'essayer de ne pas rester stricto sensus et de prendre des... Oui, c'est des films qui s'échappent d'ailleurs. Voilà, moi j'ai pour dire avec Captif. Oui, c'est ça, c'est des films qui s'échappent, c'est le cas de le dire dans Captif. Donc, non, j'ai pas eu c'est des films que j'ai fait, donc je me suis senti, j'avais envie de les faire vraiment au moment où je les ai écrits. Et à chaque fois, c'est vrai de jouer un peu sur les attentes du spectateur. En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu la base pour un réalisateur, quoi, de ne pas être stricto sensus, enfermé dans le genre à proprement parler. Même chose pour Burnout, il y avait toujours ce film, je voulais pas faire un film juste très viril. Fast and Furious, quoi. Ouais, qui est très, très chouette en soi, mais je voulais pas que ça soit juste un truc de testostérone, etc. Et puis je trouve que François Civil amène aussi presque un truc féminin, je trouve. Une masculinité, une certaine douceur en tout cas, dans une masculinité moderne en fait, plus saine que cette. Voilà, et avec ces moments que j'ai tenté, un peu hypnotique, de répétition, de boucle, où on part vers quelque chose de plus abstrait, quoi. Mais justement, donc, est-ce que, en termes de financement, par exemple, c'est compliqué de trouver des financements pour un film de genre, ou pour ceux que tu as essayé de faire, en tout cas, qui ne sont pas des films, entre guillemets, clichés du cinéma français qu'on peut voir plus régulièrement, c'est-à-dire un drame ou une comédie, même si le cinéma français, c'est bien plus que ça, et t'en es la preuve, mais est-ce que tu as l'impression que c'est plus compliqué ou pas forcément? Peut-être pas. Hein. En fait, c'est vrai que quand le casting vous aide ça facilite à débloquer des financements. Si je pense Boîte Noire, je pense pas, j'aurais pas pu le faire comme je l'ai fait aujourd'hui si Pierre n'était pas dans le film. Ça c'est vraiment clairement c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un peu vertigineux de se dire que s'il me disait non, il aurait fallu sans doute réécrire, etc. Parce que vraiment après on aime ou on n'aime pas le film, et c'est sans doute pour moi le film le plus proche de ce que j'avais en tête. Et j'ai fait vraiment le film que je voulais vraiment à 200%, quoi. Elsa, ouais. D'ailleurs, dans ta carrière, tu es accompagné par les sociétés 24-25 Films et Y Productions. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment ils sont intervenus dans ta carrière et comment tu collabores avec eux, et justement comment ils t'aident à mettre en place tes idées au cinéma? Alors, en fait, donc 24-25, l'un des producteurs de 24-25 Films, c'est Thibaut Gast. Et Thibaut, je le connais depuis très très longtemps. On a un ami, je l'ai rencontré parce que j'étais à Dauphine. À Dauphine, je rencontre je deviens très très pote avec un gars qui s'appelle Thomas Krutov, qui est aussi metteur en scène de talent, et il a pour ami Thibaut qui va devenir producteur. Donc c'est comme ça que je rencontre Thibaut, et qui me suit depuis très longtemps puisqu'il avait produit mon deuxième court-métrage Echo. Le premier film que je fais, Captif, je le fais avec la société Sombrero Film, qui avait vu mon court-métrage Echo, qui avait été récompensé à Gérardmer, qui m'ont donné cette possibilité de faire ce film. Et ensuite, après, moi, j'avais vraiment envie de continuer à travailler avec Thibaut. À ce moment-là, on a essayé de monter Un homme idéal. Et j'ai rencontré Wassim Béjid WY qui nous a aidés à monter le film à un moment où on avait des difficultés pour trouver le financement. Et donc à partir de là, c'est vrai qu'on a poursuivi ce travail avec Burnout et aujourd'hui Boîte Noire. Si tu veux, le travail qu'il y a, c'est pour moi, je pense qu'un film, c'est vraiment le point de départ, c'est quand même le binôme réalisateur-producteur. Un producteur n'est pas là juste pour aller chercher de l'argent, ce qui est évidemment son travail, mais avant tout, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le développement, c'est toute cette phase d'écriture qui peut parfois prendre pas mal de temps, voire des années, pour arriver à un scénario abouti, etc. Parce que le financement d'un film, c'est quand même pas simple, c'est compliqué, malgré tout. Et c'est vrai que le producteur, c'est le premier spectateur ou le premier lecteur du scénario, quoi. Donc l'échange avec le producteur, il est fondamental. Donc c'est des premiers retours. Et puis alors après, on peut ne pas être d'accord. Il y a forcément, évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille. On peut avoir des points d'achoppement, etc. Mais ce travail-là, c'est un travail vraiment au long cours pour essayer d'aboutir à la version de scénario la plus
la mieux possible, quoi, la plus aboutie pour essayer de séduire un comédien et ensuite de financer le film. Ton prochain film, ce sera Vision, c'est ça Je sais pas encore, mais j'espère. Ça pourrait être ça, tu travailles dessus. Oui. Et ce serait notamment avec une actrice que, a priori, si j'ai pas de bêtises, Diane Kruger, que tu avais citée dans une interview en disant que tu adorerais tourner avec elle. Oui, c'est vrai. C'est une actrice que je trouve vraiment... Et vous en êtes tout par rapport à ce projet-là? Du coup, c'est pas encore certain. Écoute, c'est encore, j'ai encore du travail dessus, financement, tout ça. Voilà, mais j'espère pouvoir le faire l'année prochaine. D'accord, mais c'est bon, on espère aussi, surtout donc après ce Boîte Noire qui est excellent. Et justement, je vous propose que maintenant on tente de faire remporter 2 places de cinéma pour Boîte Noire aux auditeurs qui ont participé au concours sur les réseaux sociaux avec le @clap5. Ils sont juste là, tu peux tirer au sort un des nombreux participants. Ils sont apparemment aussi, c'est un autre signe que les gens veulent voir Boîte Noire. Ils ont été très nombreux à participer au concours. Ils sont partants. Ah bah bon voilà. Je vais au fond. Choisis quelquefois. Alors qu'est-ce que vous avez pioché? Dites-nous. Vas-y, Yann. Alors, GG Vander Chaton @GG le chaton. D'accord, GG le chaton. C'est des noms Twitter, souvent c'est assez improbable. Hein. Alors c'est très improbable. Il va peut-être, grâce à toi, va-t-il remporter 2 places. Moi j'ai Lilou Lopez. Ok, donc tu représentes Lilou. Et toi, Gabriel? Et moi j'ai Craftigno @Dr Duncraft. D'accord, très bien. Je vous propose donc qu'on fasse un blind test. Poursuite infernale. Alors le blind test Poursuite infernale, j'explique le concept. Je vais mettre des extraits de films. Ce sont là, je crois que c'est des bandes annonces en VF pour compliquer un peu la chose. Et chaque film aura un lien avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va partir de Boîte Noire, on va aller vers un film qui aura un lien avec ou à partir d'un comédien ou d'une comédienne avec Boîte Noire, et donc quand vous aurez trouvé de quel film il s'agit, vous me dites G, vous me dites quel est le titre du film d'abord, et si c'est bon, je vous demanderai ensuite mais quel est le lien qui unit Boîte Noire à ce film là, et vous aurez, si vous le trouvez, un ticket bonus. Et en fait dès que vous trouvez le titre du film, ça vous rapporte un point. Dès que vous trouvez le lien entre les deux films, ça vous rapporte un ticket bonus, et à la fin, celui qui a le plus de tickets bonus remporte 3 points bonus qui peut bouleverser le classement. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Donc tu diffuses la bande-annonce du film. Je diffuse, c'est ça, des extraits de la bande-annonce. Et vous me dites G dès que vous avez trouvé, donc c'est le titre du film. Et ensuite, si vous avez le lien, je vous demande, je précise que c'est la personne qui a dit G qui est la première à pouvoir, si elle a trouvé le bon film, elle est la première à pouvoir proposer un lien. Et si elle ne trouve pas, c'est les autres qui vont pouvoir faire une proposition. On va commencer directement, vous allez vite comprendre. C'est parti pour celui-là. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur. J'ai D'accord. Elsa. 5. Non, c'est pas 5. Elle a tenté. J'ai tenté. C'est une question. Vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le... Vas-y, Yann. Alors je crois que c'est le film de Cyril Lapiche 2. 2 mois. Il manque juste le mot moi, mais c'est bon, ça. Vous l'accordez. Ça marche évidemment. J'ai reconnu la voix de... Un point pour toi. Et alors, quel est le lien entre Boîte Noire, puisque nous commençons par Boîte Noire, et 2 mois? Alors, 2 acteurs avec lesquels j'ai tourné, non? Oui, mais il y en a même un qui est dans Boîte Noire et qui est dans 2 mois. Oui, bien sûr, mais Pierre Ninet. C'est donc Pierre Ninet qui. Oui, il a un rôle civil et il a un tout petit rôle. Il a un rôle secondaire, il a un tout petit. C'est une séquence dans le film. Mais du coup, c'est pas toujours évident les liens. J'ai eu un bug, je me suis dit, mais t'as confondu avec l'autre film. Non, tout était calculé, c'est donc bien ça. Et en plus, petit hommage donc à Cédric Lapiche, qui était notre premier invité de la saison 2. Toi, tu seras le premier extrait pour l'épisode. En fait, il y avait plein de liens. Oui, vraiment, là, il y avait tout. C'est encore plus complexe. On aurait pu dire 5 tickets bonus dès le départ. C'est ça, donc un premier point pour toi, Yann, et un premier ticket bonus. On continue maintenant, donc va falloir trouver le lien qui unit 2 mois à ce film-là. Et quel est ce film-là d'ailleurs? C'était un nom si doux à l'oreille, si séduisant. Synonyme de richesse, de style, de pouvoir. Vas-y. Le film, donc. Ouais, le titre du film, tu l'as? 50 nuances degrés, non? Non, c'est pas 50 nuances degrés, non. Mais c'est vrai qu'il y a la voix un peu La voix langoureuse, je me suis dit, c'est ce truc-là, non. On pourrait y croire. Ouais, le lien 2 mois, 50 nuances degrés. Ah oui, le lien maintenant, c'est avec 2 mois. Ah ouais, c'est entre 2 mois maintenant. Je vais avoir du mal à chaque fois entre Boîte Noire. Ça va être complexe. Je relance, c'est donc ça. Mais c'était aussi une malédiction.
J'ai été un Gucci toute ma vie. J'ai. Vas-y. Je me demande si c'est pas Yves Saint Laurent. Non, c'est pas Yves Saint Laurent, non. Je remets. Dans les livres d'histoire. Paolo, tu es un Gucci, alors habille-toi en conséquence. C'est chic. Là, c'est Gucci. Oui, House of Gucci. Oui, voilà, c'est exactement. Le nouveau film film. n'est pas encore sorti. Oui, ah bah, tu triches là. Il faut complexifier un peu les Non, choses. Oui, non, parce que moi, je pensais que ça allait être Que des films sortis. Si, d'accord. Non, je crois qu'il n'y a que celui-là. Allez, si vous voulez que je vous aide, il n'y a que celui-là qui n'est pas sorti. Mais on a Alors. commencé par De Moi qui sort mercredi en salle, qui n'était Ok, pas ok. tout à fait. Ah bon, alors Je tente de trouver l'explication. Okay. House of Gucci, quel est le lien entre De Moi et Camille House of Cotin. Gucci? Camille Cotin, exactement. Tu as un deuxième point et 2 tickets bonus pour toi. Elle joue dans les deux films. Et tout à fait. Elle a un rôle secondaire aussi. Elle joue la psy dans. La psy, moi, qui est- oui, je suis secondaire Ouais, dans ouais, tout à fait. De Moi. Et dans House of Gucci, elle va avoir un petit rôle. Je suis pas sûr qu'on la voit non plus 3 heures, mais elle joue avec donc Adam Driver. On se fait rouler dessus. Ça. Ouais. Quel va être le lien entre House of Gucci et ce film-là maintenant qu'il faut trouver déjà? Seigneur, ce monde. J'ai Star Wars. Star Wars, non, c'est pas ça. Entendu une voix grave. Je recrute des guerriers. Je monte une alliance contre ses ennemis. On disait que l'ère des héros était révolue. C'est un truc Marvel, ça. Vas-y, tu as un nom de Ah, film? non, Thor, non. Thor, non, c'est pas Thor. Ouais, J'ai Vas-y. Est-ce que ce serait pas Clash Clash of Titans. Ah, of Titans. peut-être. Non, c'est pas ça, non. Je connais même. C'est Ah, la le choc bataille- des titans. oui, Ah le oui, choc non, des non, de titans. Louis Le Ouais, Terrain. Non, ouais. non, c'est pas ça, non. Non, bah je remets. Elle renaîtra. Ah bah c'est fini. C'est un truc de super-héros. C'est un truc de super-héros. Ça, c'est sûr. Mais il y en a un qui cherchait les acteurs de House of Gucci. Si vous les avez en tête, le casting a été quand même annoncé. Un acteur qui joue dans ce film où il y a plein de super-héros, je peux vous le dire. Vas-y. Comment je suis devenu super-héros? Non, c'est pas ça. Tentez un film avec plein de super-héros. Il y en a pas non plus 20 000. J'ai Avengers. Non, c'est pas Avengers. Du coup. Alors, c'est quoi? Ah, bah si, moi j'y connais Non, rien. y a Je vais pas. voir ces films. Un film avec Vous plein de voyez super-héros. J'ai Oui. Civil War. Non, c'est pas Marvel. Si je peux vous aider, c'est pas Marvel. Ah, si c'est pas Marvel, c'est Justice League. Justice League, la Snyder Cut de Justice League, tout à fait. Qui dure 3h30. Faut savoir, mais alors quel est le lien entre House of Gucci, Elsa et Justice League de Snyder Cut? Je précise bien que c'est celle de Zack Snyder et non celle de Josh Whedon. Ah, bah, je sais pas, moi. Bon, Est-ce que le costume de Batman serait pas fait par Gucci? vous avez pas un acteur, vous savez pas, personne ne sait quel acteur pourrait relier ces deux films-là? J.C. Eisenberg. Non, c'est bon bah je le dis, c'est Jared Leto qui joue le Joker de Zack Snyder Je et savais qui même pas joue qu'il dans était dans House of Gucci. Gucci. Ouais, Ah si, c'est on lui parle, je crois, on s'adresse à lui dans la bande-annonce en On lui VF, parle. mais du coup c'est pas sa vraie voix. Bon, personne n'a 2 points sur ce. Ah si, t'as un point. Ah non, Moi, mais j'ai un point pour Justice Ah oui, League. t'as un point pour Justice League. C'était laborieux, mais je l'ai eu. hein. Un point pour Justice League pour toi, t'as 2 points, Yann, et 2 tickets bonus, mais Elsa n'en a pas et Gabriel non plus. On continue, quel va être le lien entre donc Jared Leto et non, Jared Leto c'était avant, donc entre Justice League et maintenant ce film-là. Vous avez pris une décision Non, en fait. Oh, t'as été efficace, hein. C'était Mission Impossible. Ah bah c'est ça, c'est Mission Impossible. Ouais, bah bien, Exact. bien reconnu. C'est la musique, bah oui c'est ça, Ouais. c'est la musique, mais du coup Mission Impossible, t'as lequel ou pas? Bah, Je dirais le 2. Je peux vous aider. Non, c'est le dernier. C'est Je le peux dernier, aider. bon. Mais du coup, quel est le lien entre Elsa là, le lien entre Justice League et Mission Impossible? Vas-y. Henry Cavill. Henry Cavill pour Mission Impossible Fallout, exactement, qui joue Superman Qui joue Superman, ok. dans le film de Zack Snyder. Un 2e point pour Elsa qui te rattrape, mais qui n'a qu'un ticket. Ah non, t'as pas de point là. J'ai 2 tickets bonus. Non, t'as Elle a un. Ah non, j'ai un ticket bonus et un point. Et moi j'ai un point. Et toi, t'as 3 points Voilà. et 2 tickets bonus. On va y arriver. C'est complexe, cette poursuite infernale. On continue maintenant à partir de Mission Impossible. On va vers ce film-là. Quel est ce film? Le héros de film d'action. Comment ça se passe, l'adoption? C'est très moyen. J'ai Vas-y. Tonnerre sous les tropiques. Exactement. Très efficace, Et Elsa. Tom Cruise. Exactement. Ah bah dis donc, très efficace. Pourtant, Tom Incroyable. Cruise n'a pas le rôle principal, mais Tonnerre sous les tropiques, le film avec Ben Stiller, ou encore Robert Downey Jr. Et donc, ça te rapporte un 2e point et 2 tickets bonus. Alors que Yann est à 3 points et 2 tickets bonus. Ça, tout peut changer. On continue avec maintenant celui-là. On va de Tonnerre sur les tropiques vers ce film-là. Il y avait un projet. J'ai
Vas-y. Je me demande si c'est pas Captain Marvel. Non, c'est pas ça, non. Un groupe de personnes remarquables. J'ai. Vas-y. Avengers, cette fois-ci c'est bon. Lequel? T'as une idée? Alors le précédent film c'était quoi? C'est Infinity War. C'est ça, c'est Avengers Infinity War qui te rapporte un premier point. Mais est-ce que t'as le lien entre Tonnerre sous les tropiques et Avengers Infinity War? Robert Downey Jr. Exactement, Robert Downey Jr. tout simplement. Premier point pour toi, premier ticket bonus pour toi. C'est assez serré, tout peut changer. On continue, on repart. Ne désespère pas, Craftinho. D'Avengers Infinity War et on va vers ce film-là maintenant. C'est incroyable. Regarde ça, il n'y a pas une autre ville au monde. De quoi? Ratatouille. Non, c'est pas Ratatouille. Vas-y. Midnight in Paris. Minuit à Paris, Elsa elle le dit en anglais. Oh yes. Minuit à Paris, quel est le lien entre Avengers Infinity War et Minuit à Paris? Celui qui joue Loki là. Comment il s'appelle? Ah oui. Comment il s'appelle? C'est Tom Hiddleston. Tu l'avais, Elsa? Ouais, Ah, commencé à le dire. Bon, Elsa, ce sera pour Tom toi. Hiddleston. Tom Hiddleston, exactement, qui joue Loki dans Infinity War. On en est où en termes de points? Je vois Pauline qui met donc 3 points pour Elsa avec 3 tickets bonus. Gabriel en a 1 et 1 ticket bonus. Et Yann en a 3 et 2 tickets bonus. Oula, ça s'est resserré. Ça s'est resserré. On repart de Minuit à Paris pour aller vers maintenant ce film-là. Ils l'ont tué. Difficile à dire. Qu'est-ce que t'attends? Dis-moi. J'ai Il faut que tu punisses. Vas-y, The Elsa. Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises, Et Marion c'est ça. Cotillard. Et Marion Cotillard qui joue dans Minuit à Paris et qui reprend. Elsa prend la tête. Attention Yann, Attention. mais tu peux encore. Vous mettez que des Marvel, moi je suis Ah là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de super-héros dans celui-là. En fait, mais faut trouver des liens à chaque fois. Et là, c'est vrai que les super-héros, souvent, il y a plein d'acteurs, donc ça crée des bons liens. T'aurais pu mettre mon beau-père, mes parents et moi pour J'ai mettre. cherché, j'ai voulu le mettre en plus, mon beau-père, mes parents et moi, mais il n'y avait pas d'extrait. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des extraits qu'on puisse vite avoir. Ça, donc, Elsa prend la tête avec 4 points et 4 tickets bonus. Ok, très bien. On y va avec celui-là maintenant. Je suis avec ma famille et je te répète. Je suis dans ton garage. Tu veux pas que je te dise à combien ça se monte? Non, j'ai Vas-y. raccroché. Yann. Je sais, mais je sais plus le titre, c'est avec Sandra Bullock, là, le truc, à Ouais. la Ocean's 11, mais version féminine. Là, c'est ça, c'est c'est- du coup Ocean's 8. Bon, c'est ça, c'est c'était le. gentil. Là, tu avais Ocean's, t'avais vraiment la franchise, mais quel est le lien? Est-ce que t'as le lien Alors, rappelle-moi, c'était quoi le précédent entre film? The Dark Knight Rises et Ocean's 8? Ah oui, La Brune. Oui. Ah oui, moi je l'ai. Est-ce que t'as son nom? Vas-y. Moi je l'ai, c'est Anna Tawai. Anna Tawai, exactement. Ça te rapporte donc, Gabriel. 1 point, 2 tickets. 1 point et 2 tickets, c'est ça. Faut que je suive parce que c'est intense. Hein. Et on y va pour le suivant. C'est celui-là. Mesdames et messieurs, Howard Hughes. Construisons un avion qui Vas-y. volera. De quoi? J'ai Vas-y. Aviator. Aviator, exactement. Et quel est le lien entre Ocean's 8 et Aviator? Kate Blanchett. Kate Blanchett, exactement. C'était le dernier. On a commencé avec un avion boîte noire. Ouais, voilà, on oui, c'est termine bien. avec un Bon clin avion. d'œil. Il y a des liens partout. Et Pauline, dis-moi, quels sont les points? C'est Yann qui a 5 points et 3 tickets bonus. Elsa a 4 points et 4 tickets bonus. Et Gabriel, 1 point et 2 tickets bonus. C'est donc Elsa qui remporte avec les tickets bonus? C'est Elsa qui a le plus de tickets bonus. Bah Elsa, bon alors désolé, Elsa te double en fait au dernier moment parce qu'elle a plus de tickets bonus, elle remporte les 3 points bonus. Ça a bouleversé le cas. En fait, je sais pas, c'est bon. Très bien. Donc, qui as-tu fait remporter, Elsa? J'ai Lilou Lopez. Bon, bah Lilou Lopez remporte donc quand même 2 films pour Boîte Noire, ce qui est quand même très sympa. Tu pourras prendre ta revanche une autre fois avec grand plaisir. On te réinvitera pour battre Elsa. Là, c'était un petit blind test Pour Vision, du coup. Hein, Voilà. pour Vision, le prochain, on a hâte. Et donc voilà, merci d'avoir été avec merci nous, infiniment. Yann. Ça nous a fait vraiment très plaisir. Et en plus d'avoir ouvert cette saison 3, t'es un peu notre parrain, du coup, vu que souvent les premiers invités sont les parrains des saisons. Nous, on est ravis si tu Moi, je es reviens partant. pour un blind test. hein. Ah bah voilà, Quand un vous blind voulez. test, Super. tu es notre... J'essaierai de regarder un peu plus d'Avengers. Non, je t'entraîne de mettre moins d'Avengers, mais c'est vrai que ça fait des liens très pratiques. Merci donc à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi, Yann, d'avoir Merci été à avec vous. nous. Je rappelle donc que Boîte Noire est
est au cinéma mercredi précisément. Foncez découvrir ce film qu'on a adoré. Encore une fois, c'est très honnête. On dit pas ça juste pour te faire plaisir, avec un casting excellent. Donc Pierre Ninet, Lou Delage, André Dussolier qui mènent ce film avec beaucoup de force et avec beaucoup de talent surtout. Vous n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série, activez la cloche pour découvrir les nouveaux épisodes de cette saison 3 disponibles en plus en version filmée. Vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes d'écoute. Voilà, j'ai lâché un petit postillon. Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Et voilà, merci à Pauline qui réalise cet épisode. Merci à Studio Canal qui nous a permis de vous offrir ces 2 places. Et merci Studio Canal pour ces 2 places pour Boîte Noire. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, allez au cinéma.